Alors, imaginez un peu le tableau. Des guerriers qui, hier encore, voulaient anéantir le monde, sont soudainement ramenés d'entre les morts pour devenir nos seuls et uniques sauveurs. C'est le point de départ complètement fou de cette nouvelle saga de Senseiya qui met en lumière le grand retour des 7 généraux marins de Poséidon. C'est vraiment la question qui va être au cœur de toute cette histoire. Ça nous met face à un paradoxe assez dingue, non? Comment est-ce que des personnages qui étaient les pires ennemis de l'humanité peuvent devenir, du jour au lendemain, sa dernière ligne de défense? C'est ce dilemme qui va tout rythmer. Ok, mais alors, comment on en est arrivé là? Faut oublier les débuts héroïques, hein. Tout commence par quelque chose de beaucoup plus sombre, une résurrection un peu étrange, orchestrée depuis les profondeurs des enfers. Imaginez un peu la scène. Nos 7 généraux se réveillent, complètement perdus, dans une sorte de lieu hors du temps et de l'espace. Et là, une voix résonne, celle d'Hadès, le dieu des enfers en personne. Il leur fait une offre, un sursis, une nouvelle vie certes, mais une vie temporaire, pour accomplir une mission capitale aux côtés de leur maître, Poséidon. Et les voilà donc tous réunis. On retrouve des figures qu'on connaît bien, comme Sorrento, le musicien, ou encore Canon, le stratège au passé, disons, compliqué. Cette équipe, qui était autrefois unie sous la bannière de Poséidon, doit maintenant se reformer. Sauf que bon, les vieilles rancœurs, elles sont toujours bien présentes. Et justement, parlons-en. L'ambiance est électrique, pour ne pas dire explosive, dès les premières secondes. La méfiance envers Canon est ultra palpable. Isaac, par exemple, ne mâche pas ses mots. Il l'accuse carrément d'être un traître. Kasa et Io, eux, lui reprochent leur mort. Bref, le groupe est à des années-lumière d'être soudé. Mais alors, la grande question, c'est pourquoi les ressusciter maintenant? Eh bien, tout simplement parce que la Terre fait face à une menace absolument colossale. Un danger si grand qu'il justifie de faire appel à cette alliance de la dernière chance. Et voilà la grande méchante de l'histoire, Némésis. Attention, ce n'est pas juste une déesse qui veut conquérir le monde. Non, non. Elle, c'est la personnification de la vengeance divine. Elle a observé l'humanité, elle a rendu son jugement, et pour elle, c'est sans appel. On a fait notre temps, la Terre doit être anéantie. Point final. Et pour couronner le tout, il y a ce petit détail qui met une pression monstre, le timing. Le compte à rebours a déjà commencé. 10 heures. C'est tout ce qu'ils ont pour tenter l'impossible et empêcher l'apocalypse. Rien que ça. Le plan de Némésis est d'une simplicité terrifiante. En gros, elle va utiliser une planète entière comme une sorte d'arme cosmique, la faire exploser et laisser les débris s'écraser sur la Terre. Une pluie de météores version fin du monde. La menace est donc très, très concrète. C'est face à cette crise sans précédent que l'empereur des mers, Poséidon lui-même, décide d'intervenir. Il n'est pas là pour régler les comptes du passé, mais pour donner à cette équipe au bord de l'implosion une mission claire et surtout les moyens de la réussir. En une seule phrase, Poséidon remet tout le monde à sa place. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne cherche même pas à jouer les médiateurs ou à résoudre leurs conflits. Il leur dit simplement de regarder vers l'avant. Le passé, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'avenir de la planète. Son plan d'action est limpide. D'abord, il calme le jeu, il impose son autorité. Ensuite, il leur donne un objectif précis, vaincre Némésis. Puis, étape cruciale, il leur donne un power-up avec son propre sang. Et enfin, il prépare lui-même une défense. Chaque étape est mûrement réfléchie. C'est un leader, un vrai. Et ce fameux power-up, c'est vraiment le tournant. En se coupant la main et en les baignant dans son sang divin, Poséidon ne fait pas que les soigner, il les transforme littéralement. Leurs armures démoniaques, les surplices offerts par Hadès, deviennent de véritables écailles divines qui brillent d'une toute nouvelle énergie. Un level-up monumental. Allez, fini de parler, place à l'action. Parce qu'à peine la mission acceptée, les généraux sont jetés dans le grand bain. Pas de ronde d'observation, ils font tout de suite face aux guerriers d'élite de Némésis. Il n'y a absolument aucun temps mort. L'ennemi est déjà là, à les attendre. Le premier à se montrer, c'est Bellérophon d'Alice. Un esprit, c'est le nom des guerriers de Némésis. Et son objectif est simple, tuer Poséidon. La bataille pour la Terre commence, maintenant. La première confrontation est purement stratégique. Krishna, avec sa lance et sa défense légendaire, décide de se sacrifier. Il reste en arrière pour bloquer l'assassin et protéger Poséidon. C'est un sacrifice qui permet aux 6 autres généraux de continuer leur chemin vers le temple de Némésis. Mais le répit est de très courte durée. Alors qu'ils avancent, ils se retrouvent dans un village fantôme et comprennent vite qu'ils sont tombés dans un piège. Ils ont beau courir, ils n'avancent pas d'un pouce. C'est une illusion sonore, un labyrinthe parfait qui joue avec leur perception. Et c'est là que Sorrento entre en scène. En tant que musicien, il est le seul à comprendre la nature du piège. Il utilise sa propre flûte pour contrer l'illusion. Mais en faisant ça, il révèle un nouvel ennemi, Terpsichore, une musicienne au service de Némésis. Un deuxième général doit donc se sacrifier pour que le groupe avance. Un duel d'artistes s'engage, un combat de flûte contre harpe.
Et c'est sur cette image qu'on va se quitter. En à peine quelques minutes, 2 duels ont éclaté, l'équipe est déjà réduite à 5 membres, et la route vers Némésis est encore très très longue. La grande question reste donc entière. Ces anciens méchants, déjà affaiblis, divisés, arriveront-ils à mettre leurs différents côtés pour sauver un monde qu'ils voulaient eux-mêmes détruire? Tout reste à faire.